Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. 2 milliards d'euros de soutien de la France à l'Ukraine. Les armées ukrainiennes recevront également des blindés VAM, des chars AMX-10RC. Voici un obus Sidewinder à effet cinétique avec explosion destructive secondaire RDX à l'acide méthylène. Un mot de ce que vous racontez. Allez-y. Des missiles anti-chars Milan, des moyens de défense aérienne comme des missiles Mika. Ça peut vous faire péter un bunker, en dessous du bunker que vous venez de faire péter. Des missiles de défense solaire Mistral. Je l'appelle l'ex-femme. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran. C'est comme les oiseaux, c'est comme si les oiseaux à la fin ils volent et d'un coup tu as un grillage. Qui a déporté les juifs à Auschwitz. Ah frérot, tu n'as pas le droit de sortir de là. Je peux pas aller dans l'arbre en face. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Nous sommes en guerre. Et oui, nous sommes en guerre, hein, à bas bruit, à haut bruit, ça fait vraiment des morts, ça fait des blessés, hein, on n'a pas très envie de ricaner là-dessus, mais vraiment, on entend de tout. On entend de tout, mais dans des épisodes, il vient d'avoir quelque chose quand même dont il faut parler avant que je vous parle de l'émission. C'est que l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme et 500 000 dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 3500 euros à peu près. Voilà. On se demandait ce qu'il allait se passer, bien carrément, on disait mais oui, on est en train de négocier, tout va bien, ça vous allez voir, effectivement le rapport. Et puis voilà, 5 ans de prison ferme pour quelqu'un de 80 ans qui a un cancer, qui va être en prison. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va suivre. Est-ce qu'on peut faire appel? Parce que je vous rappelle qu'il n'avait pas d'avocat puisque son avocat français n'avait pas eu la possibilité de rejoindre l'Algérie, hein, on l'a empêché d'arriver. Et puis il avait refusé l'avocat évidemment commis d'office. Alors je rappelle simplement que le mardi dernier, devant l'Assemblée nationale, il y avait Gérard Larcher, hein, le président du Sénat, il y avait le ministre. Alors maintenant, il va se passer quoi? Il va se passer quoi? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? On va contenter de dire, eh bien, écoutez, on proteste. Hein, vous savez, il y a l'obligation de quitter le territoire français et puis l'obligation de protester. Je ne sais pas que c'est équivalent, mais on a l'impression vraiment que les effets ne sont pas là. En attendant, est-ce qu'on va laisser mourir en prison un écrivain, un des plus grands écrivains de ce temps, qui est quelqu'un de formidable, en plus humainement, voilà. C'était juste pour dire, Boualem Sansal, on va pas l'oublier, on va continuer d'en parler. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et qui aime, à votre avis, les zones à faible émission? Là, vous allez me dire, c'est quoi les zones à faible émission? Eh ben, on va en parler tout de suite parce que c'était réservé. Et oui, il y avait un problème de population. Il y a, vous savez, ce que disait Orwell, tous les hommes sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. On va vous en parler tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Contravention, allez, pas de discussion, allez, exécution, allez, je connais le métier. Voilà Bourvil, la tactique du gendarme, contravention, exécution, etc. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, il y a eu quelque chose qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, à la commission, effectivement, là on va en parler, la commission de l'Assemblée nationale. Eh bien, il y a eu une proposition de loi présentée en commission, simplification de la vie économique par les députés du Rassemblement national et des Républicains, eh bien, visant à abroger ces zones à faible émission. On en parle tout de suite. Bonjour Pierre Meurin. Bonjour Monsieur Berkov, merci pour votre invitation. Vous êtes député Rassemblement national du Gard. Et c'est intéressant de parler de ce qui s'est passé. Et vous, ça fait quand même 4 ans, à peu près, hein, que vous vous occupez notamment avec certains de vos collègues, mais vous avez pris ça par Et un jour, j'avoue qu'on ne connaissait pas vraiment cela, nous on n'avait pas suivi ça, on peut pas malheureusement tout suivre, mais un ami écrivain qui est Alexandre Jardin est venu rappeler au bon souvenir, mais il faut le dire, la bataille avait commencé bien avant, et on l'a reçu en janvier dernier, Alexandre Jardin, et voici juste un petit extrait de ce qu'il nous a dit à ce moment-là. Je fais un tweet où, pour la première fois, je parle de gueux. C'est-à-dire que le pays est en train de se scinder entre les citoyens riches, convenables, de centre-ville, et puis les gueux à qui on veut interdire les villes.
Voilà, les gueux à qui on veut interdire les villes. Mais alors maintenant, on va essayer de comprendre. Pierre Meurin, ces zones à faible émission, ça veut dire quoi? Ça a été fait dans quelle intention? Comme l'enfer est bavé de bonnes intentions, donc vous allez nous expliquer. Et qui fait l'ange fait la bête d'ailleurs. Merci beaucoup pour votre invitation sur ce sujet qui me tient à cœur depuis longtemps. Hein. Je demande la suppression des ZFE toute la sainte journée depuis 3 ans. Donc hier en effet on a obtenu une grande victoire. D'ailleurs je m'attendais même pas à cette ampleur pour cette victoire en commission spéciale comme vous l'avez rappelé. Alors c'est quoi les ZFE? Les ZFE c'est quoi? C'est simple. Alors ça procède de 2 lois, hein, la loi d'orientation des mobilités qui date de 2019 et la loi climat et résilience de 2021 qui fait qu'on est passé d'abord de 12 ZFE au 1er janvier 2023 et 42 ZFE au 1er janvier 2025 avec les verbalisations au 1er janvier 2026. C'est-à-dire que vous allez prendre des prunes de 68 € juste pour exercer votre élémentaire liberté de circulation. Les ZFE, le principe c'est quoi? C'est que vous avez un véhicule qui est supposé trop polluer, hein, donc un véhicule, et en gros l'indicateur de pollution qui est à mon avis de la paresse intellectuelle. En gros, ils ont décidé que l'ancienneté et la motorisation des véhicules conditionnaient la pollution, ce qui est d'ailleurs parfaitement faux, on pourra en parler longuement. Voilà, donc au 1er janvier 2025, vous avez quelques métropoles qui interdisent jusqu'au véhicule critère 3. Et ça peut se généraliser en 2026. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans la métropole. 13 millions de véhicules en 2026 sont concernés par une interdiction d'entrée dans les villes et du coup sont sous le coup d'une amende de 60 véhicules. Absolument, à peu près un tiers du parc automobile actuel. Bien. En fait, c'est quoi le sujet qui, en tout cas pour le coup, ça me tient à cœur, c'est qu'en réalité, les Français les plus modestes ont été repoussés des centres-villes, parce que l'immobilier est très cher, et donc ils se sont décentrés vers le périurbain, et maintenant vers les zones rurales. Ouais. Le mouvement inverse, une politique d'aménagement du territoire catastrophique, qu'on appelle la métropolisation, où en fait tous les services ont été concentrés dans les métropoles. Les bassins d'emploi, les commerces de proximité, les services de santé, les hôpitaux, les services publics, etc. Et on va dire en fait aux Français des zones rurales, à qui qu'on a viré des villes déjà, à qui on a tout piqué en termes de services, qui n'ont plus le droit de rentrer dans les villes pour accéder à ces services qui sont quand même de première nécessité, c'est un scandale. Et moi, je qualifie ça de mesure de séparatisme territorial et social. Ça abîme fortement le contrat social. Pourquoi? Parce que vous pouvez pas dire aux pauvres qu'ils n'ont pas le droit de s'approcher des riches sous prétexte qu'ils ont une bagnole qui pollue. Ça en fait des citoyens de seconde zone. Mais exactement, ça fait mais même des sous-citoyens. Ouais. Donc on a inventé l'idée que vous avez les Français les plus modestes qui devenaient des sous-citoyens. Alors au nom de la pollution de l'air. De protéger la planète. Oui, tout ça part d'une étude de Santé publique France qui date de 2016, qui estime, en gros c'est des études de modélisation, selon laquelle il y aurait entre 40 et 100 000 morts de la pollution de l'air par an. Appréciez d'ailleurs le sérieux de la fourchette, entre 40 et 100 000 morts, pourquoi pas entre 0 et 4 millions, j'en sais rien. Ce sont des estimations. Or, la qualité de l'air s'est améliorée naturellement dans nos villes sans ZFE. Vous avez une baisse de 60% de la pollution aux particules fines depuis 20 ans, et une baisse de 30% de la pollution au monoxyde d'azote depuis 20 ans. Donc tout ça est complètement décorrélé des ZFE parce qu'elles n'existaient pas. Donc en fait, l'amélioration de la qualité de l'air est du fait du renouvellement naturel du parc automobile et des améliorations technologiques de nos voitures. L'invention des vannes EGR, des filtres par rapport à un certain nombre Absolument, oui, on a inventé les filtres à particules, les AdBlue, etc. Donc faut foutre la paix aux gens en fait, si vous voulez, et laisser la qualité de l'air s'améliorer naturellement grâce au progrès technologique. Il faut foutre la paix aux gens, c'est pas politique ça, monsieur le député. Faut arrêter de nous pomper l'air. J'ai lancé, pour rigoler, mais j'ai lancé une vignette critères libres, moi si vous voulez. J'ai fait quelques happenings sur ce sujet, et le slogan du combat c'est arrêter de nous pomper l'air. C'est un petit jeu de mots par rapport au sujet des ZFE. Déjà, Pompidou disait arrêtez d'emmerder les Français. Hein. C'est pour éviter d'être trop grossier. Donc arrêtez de nous pomper l'air, ça va bien. D'accord. Et alors, ça s'est passé, ça a été voté, donc ces deux lois. Et alors, comment vous avez réussi, enfin, comment il se fait que ça s'est décanté maintenant
Il y a 2 ans et demi, quand je défendais la suppression des ZFE, j'étais un assassin. Hein, vous voyez, ça demandait du courage. Bah oui, parce que 40 000 morts de la pollution, donc en fait j'étais limite le mec qui tue 40 000 personnes par an, si vous voulez. Crime contre l'humanité, quoi. Carrément. Presque, c'est quasiment ça. C'est ce qui m'a été reproché par tout le bloc central et la gauche. Voilà. Aujourd'hui, le courage, c'est un peu inverse, c'est-à-dire qu'il faut être courageux pour l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut être courageux pour défendre les ZFE aujourd'hui. Parce que tout le monde a compris que les ZFE étaient un scandale. Et pour vous faire une confidence, j'essayais depuis le mois de janvier, parce que l'actualité du mois de janvier, c'était la naissance de ces 30 nouvelles ZFE. Ouais. C'est ce qui a d'ailleurs réveillé Alexandre Jardin. Ces 30 nouvelles. Donc, j'ai tenté d'aller sur des plateaux justement pour me battre contre les ZFE. Mais on me disait, monsieur le député, il y a un problème, c'est que j'ai pas de contradicteur en face. Personne ne veut venir contre vous défendre les ZFE. Voilà. Non pas parce que je suis bon, mais parce que ils étaient mal à l'aise pour défendre eux-mêmes ce en quoi ils ne croyaient pas. Et donc hier, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, et d'ailleurs je voudrais saluer tous les collègues, je voudrais saluer le président de la commission, Yann Boucard, qui était sur votre antenne ce matin, puisque c'était un amendement commun avec le président de la commission. On en avait même parlé avant, pour être honnête. Christophe Négène, le rapporteur, et les collègues qui se sont rendus à la raison. La majorité a été très large. Mais l'amendement adopté, c'est le dispositif exact de ma proposition de loi de suppression des ZFE. Donc, autrement dit, c'est la première fois. La suppression des ZFE. Et c'est la première fois. Avec fierté, je vous dis, je pense que j'en suis sûr même, c'est la première fois qu'une proposition de loi du Rassemblement national est adoptée in extenso. Voilà. Bah, vous voyez que tout arrive, hein. Faut pas être découragé. Et quand on se bat, on obtient des trucs. Je voudrais dire, Pierre Morin, c'est intéressant parce que ces amendements donc ont été fusionnés, adoptés par 26 voix pour, 11 voix contre et 9 abstentions, c'est bien ça. Donc 14 du RN sur les 26, donc c'est plus de la moitié du contingent. Alors, députés des groupes, alors il y a eu LR, RN, UDR, Lyot et Horizon, et à gauche, les députés PS, LFI, écologistes ont voté contre ou se sont abstenus. La discussion a duré une bonne heure en commission hier, c'était passionnant. Mais je pense que j'ai aussi un peu appuyé là où ça fait mal, notamment à gauche, parce que j'en ai appelé à leur fibre sociale. Et donc j'avoue que j'ai pris la parole de façon un peu passionnée sur ce sujet. Qui devraient défendre le peuple des 14 millions d'automobilistes. C'est précisément ce que je leur ai dit. Et je pense qu'en fait, au début, ils voulaient voter contre notre amendement. Et finalement, je pense qu'ils ont eu peur et ils se sont abstenus. Ce qui nous a permis de gagner assez largement. Et je pense aussi avoir convaincu une partie de mes collègues du bloc central, CF, les conversations que j'ai pu avoir avec eux depuis 2 jours. Donc, très bonne chose que ça a été adopté. Mais alors attention, je précise, mais alors vous allez me dire, parce que faut quand même rappeler que cette adoption a eu lieu en commission. C'est pas donc non en séance plénière. Et corrigez-moi si je me trompe, la véritable décision sera prise lors d'une séance publique le 8 avril. Absolument, dans 2 semaines. Et dépendra aussi de l'avis du gouvernement sur ces amendements. Non, ça dépendra pas nécessairement de l'avis du gouvernement, parce que hier justement, le gouvernement avait donné un avis, rapporteur et gouvernement avaient donné un avis défavorable à cet amendement. Il est passé quand même, hein. D'accord. Donc non, c'est pas ça. Et à votre avis, mais en effet, le 8 avril, l'avantage de cette victoire en commission, c'est que celui qui veut rétablir les ZFE va devoir faire un amendement pour assumer de vouloir rétablir les ZFE. Je lui souhaite bien du courage. Vu la majorité d'hier, je ne présume pas des majorités qui peuvent se dégager en séance, mais moi je suis plutôt optimiste parce que j'ai vraiment l'impression que tout le monde s'est rendu à la raison. Oui, Pierre Morin voulait dire là, c'est un point, disons, de droit, et ça veut dire que si aujourd'hui l'Assemblée nationale, elle doit faire poser, enfin quelqu'un poser un amendement qui démolisse l'amendement adopté. C'est-à-dire qu'en gros, c'est très simple, pour rétablir les ZFE, il faut un amendement de rétablissement des ZFE en séance. D'accord. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui ose défendre les ZFE publiquement en séance publique. Et que la majorité adopte cet amendement. Après, la majorité adopte cet amendement. Mais considérant la majorité d'hier, je suis quand même clairement optimiste, si vous voulez. Et j'appelle d'ailleurs les collègues à garder le cap. Il y a une chose très intéressante là-dedans, c'est parce que c'est la vitesse avec laquelle ça s'est passé. Quand je dis la vitesse, vous allez me dire, ça fait 3-4 ans, mais enfin, oui, c'est vrai que à partir du moment où il y a une campagne. Non, mais c'est très intéressant. À partir du moment où il y a une campagne, et effectivement, que ce soit Alexandre Jardin ou d'autres, ça fait, les gens réagissent à ça. Mais je vais vous dire, moi, quelque chose de médiatique. Mais moi, je l'ai rencontré, Alexandre Jardin, je l'ai encouragé. Je sais. Mais je vais vous dire, quelque chose que vous avez dit qui est vraiment, et que je voudrais faire partager à nos auditeurs. Vous dites, on vous a dit, non, écoutez, monsieur le député, on peut pas vous recevoir parce qu'il n'y a pas de contradicteur. Mais est-ce qu'on ne comprend pas,
Moi, je l'ai dit parce que souvent, on me dit, mais vous recevez, par exemple, Pierre Meurin, et vous ne portez pas la contradiction. Mais c'est pas ça, le journalisme. Le journalisme, c'est de faire parler les gens et d'adopter quelqu'un d'autre qui vient à gauche, qui dit ce qu'il a à dire. Vous savez, on me disait ça quand il y avait pour le Covid. On disait, mais vous répondez pas à Raoult. Je dis, mais je suis pas épidémiologue. Je suis pas médecin. Non, mais je veux dire, arrêtez cette imbécilité. Absolument. Enfin, pour revenir à ça, donc pour vous, c'est adopté. En plus, vous êtes bon client parce que je suis déjà venu parler des ZFE chez Monsieur Rouget au mois de janvier, donc j'ai votre oreille, j'en suis ravi d'ailleurs. Non, mais est-ce que, à votre avis, donc c'est pratiquement fait? Alors, attention, il reste quand même quelques obstacles à passer. Je suis optimiste pour la séance publique dans 15 jours. Attention, derrière, il y a 2 autres étapes. La commission mixte paritaire, puisque le texte a été modifié entre l'Assemblée nationale et le Sénat, enfin entre le Sénat et l'Assemblée nationale, dans l'ordre chronologique. Donc il y a la commission mixte paritaire. Je pense que ça devrait le faire aussi. Mais après, vous avez le Conseil constitutionnel. Ah oui, qui doit ratifier. Et là, attention, c'est intéressant d'ailleurs parce que le Conseil constitutionnel va être amené sur ce sujet des ZFE à se prononcer sur 2 éléments. Un élément de forme et un élément de fond. C'est est-ce que les ZFE est-ce que la suppression des ZFE est conforme à la Constitution ou pas? Ils vont essayer de regarder si c'est conforme au droit européen. Et je tiens à démanteler cette fake news, si vous voulez. On dit oui, mais non, on peut pas supprimer les ZFE parce que c'est l'Europe qui demande de faire des ZFE. C'est parfaitement faux. L'Europe, dans des directives de 2008 et de 2024, demande aux États d'améliorer la qualité de l'air, mais n'impose pas les ZFE comme moyen d'y parvenir. Et pour le fond, voilà. Et pour le fond, ça c'est l'élément de fond. Et l'élément de forme, c'est est-ce que le Conseil constitutionnel va juger ou non que la suppression des ZFE est un cavalier législatif dans le cadre de la loi de simplification de la vie économique. Oui. J'ajoute que cette loi, le travail en commission était passionnant. Là, on a vraiment taillé dans l'art, si je puis me permettre. On a supprimé énormément de comités théodules qui ne servent strictement à rien. Vaste programme, ça, travail d'Hercule. Oui, mais pour le coup, j'ai un peu l'impression que pour la première fois, on s'est saisi du sujet de la simplification de façon volontariste. Volontariste. Eh bien, écoutez, c'est bien. De toute façon, Elon Musk vient bientôt en France. Il va continuer le travail de Doge qu'il fait aux États-Unis. Et d'ailleurs, on aimerait avoir peut-être un bon audit général sur ce sujet. Mais si je puis me permettre une petite conclusion en 3 phrases. Les ZFE, enfin, je travaille là-dessus depuis longtemps, mais vous pouvez pas dire aux Français les plus modestes qu'ils n'ont plus le droit de prendre leur bagnole pour aller se soigner, pour aller au boulot, pour emmener leurs enfants à l'école, pour aller consommer et pour aller voir les services publics. C'est une folie sociale, une démence sociale. Donc si vous voulez, en effet, ce sujet me tient à cœur depuis longtemps et il nous tient à cœur au Rassemblement national puisque Marine Le Pen s'est prononcée contre les ZFE dès la campagne présidentielle de 2022. C'est pas un sujet de droite et de gauche. C'est un sujet d'humanité bas de base. Oui, et qu'est-ce que ça veut dire de condamner des millions d'automobilistes à ne pas pouvoir rentrer pour les moindres des choses? Pour la première fois, pour la première fois, je me sens vraiment, peut-être pas pour la première fois, mais là, je me suis senti vraiment utile. C'est-à-dire que j'ai des collègues qui ont eu l'honnêteté intellectuelle, si vous voulez, de reconnaître que les ZFE fallait arrêter. Voilà. Et d'ailleurs, je voudrais les saluer tous. Eh bien, Pierre Meurin, ce n'est qu'un début. Continuez le combat. Merci, monsieur Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alléluia, alléluia, réjouissez-vous, cher peuple français, réjouissez-vous, vous allez pouvoir placer votre argent, parce que il faut le placer, votre argent. Vous n'allez pas continuer à faire dormir dans des bas de laine ou je ne sais dans quelle épargne. Non. Vous allez participer à l'effort de réarmement de l'Europe. Et oui, la guerre est à nos portes. Donc, BPI France va lancer un produit permettant, pour un ticket minimum de 500 € de financer les entreprises du secteur de la défense. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'économie, Éric Lombard. Voilà, alors qu'est-ce qui va se passer? On va en parler tout de suite avec Tom Benoît. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Paye tes dettes, 1, 2, paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Eh bien oui, Charles Trenet, sans ça n'ira pas, évidemment. Ben voilà, donc un nouveau produit, regardez comment on s'occupe de vous, Français. Bon, on vous demande un peu d'argent, mais qu'est-ce que c'est devant l'effort, devant le patriotisme et l'effort de guerre?
Tom Benoît, vous êtes, je rappelle, essayiste, entrepreneur, et vous êtes directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Alors, c'est quoi ce nouveau produit d'épargne ? Écoutez, moi, je vais vous faire une annonce peut-être surprenante, cher André, c'est que personne, quasiment, va se ruer vers ce produit d'épargne. Mais comment ? Vous êtes défaitiste à ce point ? Non. Parce que je crois que c'est 450 millions qu'attend de récolter le gouvernement, donc le ministère de l'économie et BPI qui lance ce produit d'épargne. Donc un produit, c'est le livret A par exemple, sauf que le livret A est garanti. Là, ce sera un produit de défense, donc il va investir. Non garanti, celui-là. Non garanti, il n'est pas garanti. Mais pourquoi est-ce qu'il sera plein ? Je vais vous dire très simplement parce que c'est une question de mécanique, d'architecture. Il y a une loi qui s'appelle la loi Pacte qui date de 2019, qui a été révisée en 2024. Il y a une nouvelle loi industrie verte également, qui avait été créé par Bruno Le Maire, qui impose aux assureurs, donc qui gèrent parfois avec ce qu'on appelle de la gestion pilotée, lorsque vous signez on va dire un blanc-seing à un assureur, vous lui dites vous allez gérer mon épargne, vous investissez, je regarde pas, c'est vous qui gérez de la gestion pilotée. Et il y a une loi qui s'appelle la loi industrie verte qui impose à ces assureurs d'avoir une part investie dans du non-coté. Et il faut qu'il y ait des unités de compte. Dans du non-coté, c'est-à-dire expliquer. C'est-à-dire des sociétés qui ne sont pas cotées. Dassault est coté, par exemple, en bourse. Donc vous allez avoir des grandes sociétés comme Total, Dassault, et puis vous avez des sociétés non cotées, qui sont des sociétés d'entrepreneurs, comme j'allais dire, comme vous et moi, simplement, mais qui ont besoin de cash, tout simplement. Et ça, c'est très commun. Moi, si vous me donnez aujourd'hui 4 millions, je suis en capacité d'en générer 8. Et je suis très heureux si on me donne 4 millions d'argent frais de liquidité. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs en France qui attendent dans la défense, la tech, d'avoir évidemment de l'argent frais. Et ce que je veux dire par là, c'est que alors ce produit d'épargne, d'épargne. Éric Lombard dit on l'ouvre à partir de 500 €. Lorsqu'on lui pose la question, quelle est la limite ? Il ne sait pas vraiment répondre. Il dit pour le moment il n'y a pas de limite. Mais là où j'attire vraiment l'attention des Français aujourd'hui, ça peut aller, on peut aller jusqu'à 5 000 €, si j'ai envie de mettre 5 000 €, 10 000, 50 000, mais quelle importance, vous n'irez pas, cher André, et personne n'ira. Personne ne va aller frapper à la porte de BPI France en disant je veux placer 5 000 € sur le produit d'épargne. Et pourquoi ? Personne, c'est une caricature. Non, mais je comprends. Quelques égarés. Et pourquoi ? Parce que Éric Lombard a convoqué, donc notre ministre de l'économie, quelques assureurs lors d'un tour de table, je dirais, il y a plusieurs semaines, et cette mécanique que je décrivais précédemment va simplement être, si je devais l'imager, le tuyau que l'on amorce sur une nouvelle pompe, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'assureurs qui vont profiter des unités de compte du produit d'épargne défense pour investir dans du non-coté, parce qu'ils sont contraints d'investir dans du non-coté. C'est la loi qui les en oblige. Mais ces lois, le problème, et c'est le problème de modifier les lois trop régulièrement, elles n'ont pas 10 ans, 20 ans, 15 ans. Ce sont des lois qui datent de l'année passée, tout simplement. Et sur la gestion pilotée, donc sur les contrats qui sont déjà signés, la loi industrie verte, donc qui avait été poussée par Bruno Le Maire, impose en fonction des profils de risque, justement, si vous êtes, vous savez, dans l'investissement, on dit très sensible au risque, donc très craintif. Si vous êtes jeune, vous êtes moins sensible. Si vous êtes épargnant, vous êtes très sensible au risque. Et impose d'investir dans des produits qui investissent dans le non-coté. Donc ce produit est taillé, si vous voulez, pour que les assureurs profitent. Les assurances-vie, aujourd'hui... C'est-à-dire que ce sera axé, si j'ai bien compris, vous me corrigez, ce sera axé sur les non-cotés. Pas les cotés en bourse, mais les autres. Absolument. Le produit défense va investir dans le non-coté. Alors, ça, c'est ce qui est annoncé. Tom Benoît, disons que moi, je suis sensible aux arguments séduisants de M. Bompard et je vais investir. Lombard, pourquoi j'ai dit Bompard, oui. Il veut peut-être prendre votre argent, mais différemment, et dans d'autres circonstances. Pas la même chose, c'est vrai. Et alors, quel est mon risque ? Si je mets 3 000, il est total. Vous avez, c'est 100% risqué, je n'ai aucune garantie de quoi que ce soit. Vous avez un ministre de l'économie qui devient presque un vendeur d'assurance ou un vendeur de produits en quelque sorte et qui vous dit vous allez pouvoir générer peut-être 5%, 10%, 15%, j'ai entendu, mais qui ne garantit pas. Le livret A, c'est un livret qui est garanti. Ça veut dire que l'État vous garantit ce livret. Là, vous avez, alors, je vais me permettre une boutade, mais déjà que lorsque l'État nous garantit les choses, elles n'aboutissent pas convenablement. Lorsqu'il ne les garantit pas, on a de quoi se poser des questions. Et il y a 5 ans, il paraît que ça doit être mobilisé pendant 5 ans. Je ne peux pas y toucher pendant 5 ans. Voilà, c'est de l'argent qui n'est plus liquide, c'est investi. Mais là où ça me dérange profondément, moi, c'est qu'on est en train de signer un blanc-seing BPI pour que BPI France décide d'investir de l'argent des Français dans des sociétés qui sont non cotées.
Mais c'est le bras armé de la corruption et du capitalisme d'entre-soi. Vous n'avez pas mieux. Vous êtes en train de dire à BPI France, l'assurance vie aujourd'hui en France, c'est quoi? C'est 2500 milliards à peu près. 2500 milliards. Si vous regardez les, on va dire en gestion pilotée, donc ce qui est le plus assujetti, on va dire, à se retrouver finalement dans cette collecte du produit d'épargne, vous devez être à 10 à 20% du total de l'assurance vie, c'est-à-dire 200 milliards, 300 milliards, 400 milliards. Eux, ils cherchent à peine 450 millions. Pour le moment, donc on a largement de quoi, pour ainsi dire, basculer. Mais vous allez avoir un collectif, mais qui va être ce collectif? Un petit peu le ministère de l'économie, un peu Monsieur Lombard, un peu BPI France, qui va décider d'investir pas seulement dans la défense, parce que ce qui est précisé d'ailleurs, c'est investir dans les PME et les ETI qui travaillent dans la défense, mais également dans la cybersécurité publique aussi, et dans les technologies liées de près ou de loin à la défense. À la sécurité, à la défense, de sociétés, pour ainsi dire, d'ingénierie, conseil, qui vont travailler dans ces secteurs-là. En fait, c'est un chèque en blanc. C'est un chèque en blanc, mais ce qui me dérange, c'est qu'on est dans une situation qui est de plus en plus socialiste. Vous avez un principe qui est que normalement l'épargne est privée, et c'est le principe de l'épargne. Et si j'ai accumulé pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans, c'est mon argent, et voilà. C'est une réserve d'énergie en quelque sorte. Oui, vous de avez travail, d'énergie. accumulé une réserve d'énergie financière que vous allez pouvoir traduire peut-être pour entreprendre ou pour investir. Et là, vous avez un État qui vous dit non, cette épargne ne doit plus être à vous, on doit mettre la main dessus, la rendre illiquide, donc vous n'y touchez plus. Et nous, par contre, pendant ce temps-là, excusez-moi, nous allons investir dans des sociétés et nous allons décider finalement des sociétés qui méritent d'obtenir votre épargne. Et je rappelle qu'aujourd'hui, toutes les sociétés, combien il y a d'entrepreneurs avec lesquels je travaille d'ailleurs parfois, qui ont besoin de cash, qui ont besoin de liquidité. Mais ce qui est fou dans cette histoire, enfin ce qui est quand même très très fou, qui est instructif, je dirais plutôt, c'est qu'on vous demande, dites-moi, c'est Bernard Madoff, le fameux des subprimes 2008, c'est comme les emprunts russes. On vous demande, allez-y, et d'ailleurs Bernard Madoff, c'était 10 à 12%, là on vous dit 15%, certains. Donc c'est vraiment, je veux dire... il faut que ce soit séduisant, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, il faut que ce soit... Non, mais même pas. On me donne aucune garantie, on m'a dit donner, voilà. C'est donné, quoi. Absolument. Non, mais surtout, je veux dire, le drame, là où j'attire l'attention, c'est ce que je disais au début de cette interview, c'est que ça ne va pas être volontariste. Il va y avoir, attendez-vous réellement à ce qu'il y ait la taxation sur l'épargne dormante, justement, comme on emploie trop souvent le terme durant les temps qui viennent, mais surtout tout un champ normatif. Je discutais avec un conseiller en gestion de patrimoine avec lequel je travaille par ailleurs assez récemment, qui me disait, tu peux pas t'imaginer, depuis un mois, le nombre de demandes dont on fait part chez des confrères qui sont au Luxembourg pour ouvrir des assurances vie au Luxembourg, parce que tout le monde se dit je vais essayer de partir. Alors, le problème, c'est que les assureurs luxembourgeois, ils sont également sensibles, on va dire, assujettis, soumis à la réglementation française, parce et à solvabilité 2, qui est la réglementation européenne, la réglementation libre-échangiste. Mais déjà, il y a beaucoup de personnes qui se disent non, il faut surtout pas que je laisse mon argent sur des assurances vie en France, parce que tôt ou tard, on va me le prendre. Que ce soit par de la taxation de l'épargne ou par tout un champ normatif qui va faire que j'aurai nul autre choix finalement, sur ma volonté directement ou indirectement, d'investir dans ces produits. C'est quand même assez hallucinant de voir ce qui se passe et de voir surtout qu'on nous vend ça. Mais si demain, dites-moi, juste comme ça, là on va parler de politique fiction, mais si demain Trump et Poutine s'entendent et que la guerre s'arrête, ça donne quoi ça ? À supposer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je veux dire, mais même si la guerre continue, est-ce que vous pensez réellement que c'est avec 450 millions investis dans des sociétés qui travaillent dans les technologies de la défense que vous allez contrer Poutine? Sérieusement, en France, je rappelle quand même qu'on est de grandes puissances de défense en Europe et qu'aujourd'hui, si on devait mener une guerre, mais il vaut mieux éviter de la mener, on serait en capacité de la mener si on additionnait toutes les puissances de défense que sont l'Italie, l'Allemagne, la France. On n'a pas de quoi rougir vis-à-vis des États-Unis ou de la Chine. Proportionnellement, je crois qu'on est second. On est devant la Chine. Toutes les puissances de défense additionnées. Je compte même pas les Anglais. Sauf que pour faire la guerre, il faut d'autres choses aussi. Et il faut d'autres choses, évidemment. Mais en attendant, ça n'est pas en ponctionnant l'énergie financière de nos populations pour financer, dans l'idéal, on va dire, des sociétés françaises. Parce que ce que dit également Éric Lombard, c'est nous allons se servir de cet argent pour investir dans au minimum 70% de sociétés françaises. Mais pourquoi pas 100% dans ce cas-là ? Vous faites un livret défense souverain et vous vous engagez à investir dans seulement 70% d'ETI françaises.
qui sont pas les ETI qui servent à faire la guerre, hein, je le redis une fois. Mais Tom Beaunois, en tout cas, je crois que je vous rejoins là-dessus. Je crois qu'il va pas y avoir des centaines de milliers de gens qui vont faire la queue pour aller investir. Mais il va y avoir bien des assureurs, par contre, qui seront contraints par la loi industrie verte d'investir et d'orienter de l'épargne des Français malgré tout vers ce fonds de défense. Encore une fois, ça donne une juste mesure de la lucidité et de la vision des visionnaires qui nous gouvernent. Les Français sont lucides, mais peut-être pas les personnes qui sont à la tête aujourd'hui de la France. C'est ça la problématique. C'est ça la problématique. Merci Tom Benoît. Merci à vous, de vos André. éclaircissements. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors vous savez ce qui fait notre bonheur, et je sais le vôtre parce que vous nous l'écrivez, vous nous appelez, ce sont les perles. Et oui, de temps en temps, il y a des perles de culture, ou alors aussi des perles d'inculture, bien sûr. Et quand il s'agit des princes qui nous gouvernent, des députés, ou qui aspirent à nous gouverner, eh bien ça devient vraiment, je veux dire, un collier scintillant. Et là, nous avons deux exemples absolument magnifiques. Je vous assure que Beauboussin et tous les autres joailliers seraient fou de joie d'avoir des perles de cet acabit. Vous allez d'abord entendre le député à l'Assemblée nationale, le député de la France Insoumise, Sébastien Delogu. C'est un lapsus, certes, mais écoutez, ça vaut son pesant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Tu dis parfois, tu dis souvent, n'importe quoi. C'est vrai, Alain Barrière, hein, tu dis parfois. Eh oui, plus je t'entends, plus je te vois, mais pas plus je t'aime, plus je me demande à quoi vous servez. Mais écoutez, donc, à l'Assemblée nationale, Sébastien Delogu. Vendredi, Manuel Valls, ministre de la République, prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Attendez. Qu'est-ce qu'il dit que ce n'est pas le cas de mon grand-père né à Oran qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Bon, évidemment que c'est un lapsus. Faut pas se raconter des histoires, hein. C'est évidemment un lapsus. L'intérêt, c'est qu'il est en train de lire, parce qu'on a l'image là, il est en train de lire un texte, Sébastien Delogu. Et puis il a sauté un truc. Là, je veux dire que je ne sais pas si son grand-père a été déporté ou pas déporté, mais on sent, et il dit, voilà, mon grand-père qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Bon, il faut pas le prendre pour autre chose que c'est un lapsus, c'est une erreur de langage, c'est une erreur de lecture. Mais quand même, vous savez, il faut rappeler que, quand même, à cette antenne ici sur Sud Radio, le même Sébastien Delogu avait dit, ouais, Pétain, je connais pas, il paraît qu'il était raciste, mais ouais, j'en sais pas plus, hein, sur Pétain, voilà, etc. À un moment donné, quand même, député de la nation, quand même, représentant du peuple français, bon, peut-être on pourrait faire un tout petit peu, cher Sébastien Delogu, un petit peu de précaution. Tournez 7 fois, 8 fois, 10 fois votre langue dans la bouche avant d'y aller. Voilà, c'est intéressant. Et alors, vous savez, il n'y a pas que Sébastien Delogu. Il y a, évidemment, une autre députée de la France Insoumise, je vous assure qu'on ne fait pas exprès, mais voilà, c'était les exemples, Ercilia Soudé. Alors, nous citons très souvent Ercilia Soudé. Dès que Maud Koffler tombe sur Ercilia Soudé, elle m'envoie, elle me dit, tu as vu ce qu'elle a dit, Ercilia Soudé? Eh ben, voilà ce qu'a dit Ercilia Soudé hier en commission, et voilà, on y discutait des immigrés. Écoutez. À les faire disparaître de la circulation en les plaçant derrière les barreaux. Et c'est quoi la prochaine étape? Les exterminer comme en 39-46? Ah oui, on parle des immigrés, oui, vous voulez mettre derrière les barreaux. Et c'est quoi la prochaine étape, dit-elle? Vous voulez les exterminer comme en 39-46? 46? Attendez, 46, mais je croyais que la guerre s'était arrêtée en 45, que le débarquement avait eu lieu le 18 juin 44, et que le reste s'était arrêté en 45. Eh ben non, c'est 39-46. Je suis assez content que notre chère Ercilia Soudé réécrive l'histoire. Vous voyez, il y avait Malé Isaac, eh bien maintenant il y aura le manuel Soudé. Demain ce sera 48, 49 ou 50. Voilà, ainsi va le monde de la représentation parlementaire. En tout cas, un certain monde. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si
tu veux pas. Marcel Zanini, tu veux ou tu veux pas. Alors je ne sais pas s'ils veulent ou ils veulent pas, mais vous rappelez qu'il y a eu donc le drame de Crépol, on va pas la rappeler, on en a parlé beaucoup ici, hein, cette histoire terrible de ce Thomas qui a été assassiné à l'arme blanche, vraiment par des gens qui avaient envie, je ne sais pas s'ils avaient envie de faire la fête, de troubler la fête, il faut quand même savoir. Et il y a eu un livre fait par 3 auteurs, 3 journalistes, qui s'appelle Une nuit blanche, donc sur le drame de Crépol. Et alors, sur la 5, on en a déjà parlé, eh bien voici ce qu'il disait à propos de l'accusation, des gens ont évoqué le racisme anti-blanc. Voici ce qu'il disait dans un premier temps. Le racisme anti-blanc, c'est un concept qui vient de l'extrême droite, qui fait appel à des notions de submersion migratoire et où les blancs ne pourraient plus vivre tranquillement dans leur pays. En jurisprudence, devant les tribunaux, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Et oui, c'est un concept, etc. Il disait, mais non, c'était, voilà, d'une bande de jeunes qui avaient envie de faire la fête. Mais on leur dit, mais attendez, ils venaient avec des couteaux. Bah oui, voilà, ils venaient avec des couteaux, mais c'est pas pour ça qu'ils avaient envie de faire une risque. Et alors, devant la réaction qu'il y a eu, une réaction très très forte, effectivement, en disant, mais attendez, vous dites quoi, là? Eh bien, les journalistes d'une autre émission, quelques jours après, on virait non pas 180 degrés, mais disons à 90 degrés, à écouter ce qu'il disait, donc quelques jours plus tard. Et il a été dit immédiatement que des jeunes s'étaient armés, étaient partis du quartier de la Monnaie pour aller tuer du blanc. Quand on observe les faits, et nous c'est ce qu'on essaie de faire en tant que journaliste, c'est de faire le récit le plus minutieux possible. C'est qu'on voit que ces jeunes, pour la plupart, ont participé à la soirée, qu'il y a eu une altercation à l'intérieur du bal, qu'ensuite des insultes racistes ont été échangées des deux côtés. On n'a jamais nié, et je tiens à le souligner ce soir, qu'il y a eu des insultes anti-blancs ou anti-français qui ont été prononcées. Les enquêteurs en recensent un certain nombre, et d'ailleurs dans notre livre, on fait un chapitre dédié à cette question. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des insultes des deux côtés, et encore une fois, le directeur général de la gendarmerie nationale lui-même avait dit que ça avait pu être des insultes échangées sur le moment, mais ça n'en constitue pas forcément le mobile du crime. En tout cas, à l'heure où on vous parle, les magistrats ne l'ont pas qualifié comme tel. À l'heure où on vous parle, vous voyez, changement. Alors au début, racisme anti-blanc, mais non, ça n'existe pas, il n'y a pas de racisme anti-blanc, c'est un concept, etc. Non. Et là, oui, c'est vrai qu'il y a eu des insultes des deux côtés, des insultes racistes, y compris des insultes racistes anti-blancs, ont été proférées, alors qu'ils ne disaient pas du tout ça sur la 5 à C'est à vous. Non, c'était autre chose, c'est un autre. Alors, effectivement, un changement de langage. Et puis, ils ajoutent, oui, à l'heure où on vous parle, on ne sait pas encore, l'enquête n'est pas finie, etc. Et ils avaient dit, d'ailleurs, dès le départ, parce que ça, les armes, en tout cas, s'il y avait des paroles des deux côtés ou des insultes des côtés, les armes n'étaient que d'un côté. Les couteaux n'étaient que d'un côté. Du côté des gens qui sont venus de Romans-sur-Isère, à Crépol, pour faire ce qu'ils ont fait. Alors, quand même, c'est quoi le journalisme? Le journalisme, c'est quand même de prendre le temps. Et je connais 2 de ces journalistes qui ne sont pas de mauvais journalistes. Mais prenez le temps et essayez de ne pas faire que votre idéologie, quand même, colore, je dirais, de façon irrémédiable, le réel. Parce que le réel, il frappe à la porte et à un moment donné, il s'institue. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, fermer les portes, fermer les fenêtres, mais voilà, la dure réalité est là. Et franchement, cette espèce de changement de langage et forcé parce que les réactions qu'il y a eu, de la part de gens qui écrivent un livre sur ce drame horrible, eh bien, encore une fois, on dit ça, on a dit pour certains députés, prenez le temps de réfléchir et surtout, n'oubliez jamais ce que disait Monsieur Albert Londres. Qu'est-ce qu'il disait Albert Londres? Le journalisme, c'est d'abord porter la plume dans la plaie. Encore faut-il que la plume soit bien affûtée et que ce soit non pas un porte-plume, mais un instrument du réel. Voilà. À bon entendeur, salut.